Del Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Retour sur ce débat de samedi avant-midi à la CAQ. T'en retiens quoi, poussière retombée 48 heures après? C'est un drôle de débat parce que premièrement, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi intéressant. D'habitude, les débats là dans une intrafamiliaux politique là, d'habitude c'est pas aussi intéressant. On a vu les débats chez le PLQ, on a vu le débat chez le PLC récemment. Là, disons que c'était pas des gros chocs d'idées. Là, samedi, c'était quand même très intéressant. C'était quand même assez. Il y a des idées qui s'entrechoquaient, deux styles qui étaient différents. Je continue de croire que c'est un match nul avantage Drainville. Puis Bernard Drainville, dans mon esprit, a marqué des points grâce à son expérience de débatteur et d'homme politicien, là, que lui, il en a fait plus que Christine Fréchette. Et sa perspicacité, sa capacité de prendre ce que l'adversaire a dit, là, puis de faire du judo avec ça. On l'a vu avec le gaz de schiste, on l'a vu sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Et surtout, Bernard Drainville a réussi à mettre de l'avant toutes ces idées de manière très facile à comprendre. C'est que la personne qui suit pas ça là au quotidien, minute par minute comme nous là, puis qui regarde ce que Bernard Drainville, est-ce qu'il a des idées ou pas, il a réussi à démontrer qu'il avait des idées faciles à comprendre, qui peuvent rejoindre des bonnes parties de la population. Ça pouvait des fois dire, là, pourquoi ils parlent des skidoo, là, puis des VTT? Ben, ça, c'est du monde c'est des électorats qui sont importants, là. Oui, c'est des choses qui les touchent directement, là. Les gens qui sont propriétaires de motoneige, de VTT, tout à coup, tu parles d'eux, quelque chose de bien concret qui les écœure. Je veux dire, c'est potentiellement des votes là, qui tombent dans la boîte, là. Et je dirais que Bernard Drainville, pourquoi il est parti chercher cet avantage-là, c'est qu'il a surpris. Il a été beaucoup plus posé qu'on l'imaginait. Il a été beaucoup moins émotif qu'on aurait pu le déteindre. Il y avait les idées beaucoup plus claires alors qu'on a tenté de l'équipe Fréchette de démontrer qu'il était brouillon. Et ça faisait en sorte de lui donner un avantage certain dans ce débat-là. Je dirais qu'il y avait aussi des occasions manquées de la part de Christine Fréchette, notamment en matière d'économie puis de finances publiques. C'était son sujet. C'était elle, la ministre de l'économie. C'est elle qui est supposée nous convaincre là, que Bernard Drainville, il est pas là dans l'économie, il n'y a pas d'idée dans l'économie. Elle n'a pas fait cette démonstration-là. Elle a fait d'autres idées. Elle a eu des petites attaques qui ont aussi pu faire mouche. Mais c'est pour ça que c'est un match nul, là, avantage Bernard Drainville. Il y a la phrase de... Puis là, les deux camps pensent que ça a été bon pour eux. La phrase sur l'ego, tu sais, on va pas faire elle dit, moi j'ai consulté, puis ton tracé de troisième lien, les gens l'aiment pas, puis on va pas faire un tracé de troisième lien pour l'ego de Bernard Drainville. Dans le cas Fréchette, on pense qu'on a marqué des points, puis que ça a amené ça a mis sa défensive Drainville sur le troisième lien, puis il a pas fait de ses téléphones, puis personne n'a pu son tracé. Puis dans le cas de Drainville, on dit, ben là, tu sais, c'est nous autres qui se faisaient accuser depuis le début d'être un peu les trop agressifs, puis là, elle, c'est le point où elle a dérapé, là. Elle est allée dans les attaques personnelles, puis Drainville a pu la remettre à sa place. Hey, Christine, on tombera pas là, pas d'attaque personnelle, s'il te plaît. Les deux camps pensent que ce moment-là a été bon pour eux. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de cette phrase-là que du fait que Bernard Drainville ait dépeint Christine Fréchette comme beige, là, tu sais, puis il nous faudrait pas un premier ministre beige, puis on n'a pas besoin. Tu sais, le fait de démontrer qu'elle est sans saveur, sans odeur et incolore, là, tu sais, c'est particulier. La question de l'ego est intéressante dans la mesure où on s'attendait pas à ce que Christine Fréchette enlève les gants aussitôt dans le débat, là, puis aussi rapidement, puis que ce soit la première à donner le premier coup. Ça a été efficace quand même, moi je trouve, de la part de Christine Fréchette que de le faire. Elle avait un objectif de démontrer qu'elle est capable de se lancer dans des attaques pour le prochain débat, là, celui qui va l'opposer à Paul Saint-Pierre Plamondon, Charles Milliard et Ruba Gazal. Et ça a été réussi. Mais de l'autre côté, Bernard Drainville a bien réagi à la replacer en lui disant, ben non, on va pas s'attaquer sur le point personnel. Oui, ça a été bon pour les deux camps parce que les deux camps ont rempli leurs objectifs. Elle démontrer qu'il est capable d'attaquer, puis lui démontrer qu'il est capable de ne pas être émotif et d'être plus rationnel et être efficace. Donc oui, c'était intéressant, mais le côté beige, ben je pense que Christine Fréchette, ça ne dérange pas d'être beige. T'sais, elle veut être beige parce qu'elle veut dire que aujourd'hui, dans cette incertitude-là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est sous-pôle et qui est trop émotif, qui peut rester très froid.
est très posé, puis ben ça vient avec être beige. Regardez Mark Carney, lui aussi a été beige. Ben moi aussi je suis beige. C'est intéressant de voir ces attaques-là, ces attaques intrafamiliales-là. À suivre, il y en a un autre samedi prochain, même heure, ça sera aussi présenté sur les ondes d'LCN. Bon, à la Cour suprême aujourd'hui, on commence à entendre le dossier de la clause de la loi 21, la clause sur la laïcité. Et aujourd'hui, on va commencer avec les plaidoiries des deux groupes qui contestent là, la loi 21. Alors, on va entendre la FAE et il y a la commission scolaire English Montreal qui vont venir présenter finalement leur plaidoirie. Mais ce sont 60 intervenants en tout là sur 4 jours qui vont venir se prononcer pour ou contre. Puis il y a comme 2 débats en un. Là. Tu sais, la Cour suprême, elle va départager 2 questions. La première, c'est la question de l'utilisation de la clause dérogatoire. Est-ce qu'on doit l'encadrer comme le voudrait le fédéral, comme le voudraient certains groupes, ou est-ce que on peut l'utiliser de manière préventive comme l'a fait Québec? Le gouvernement du Québec, il a l'appui, qui vont intervenir d'ailleurs, de l'Alberta et de l'Ontario. Donc, il y a 3 provinces qui vont dire qu'on peut utiliser la clause. Ils vont remonter, moi je pense, à 1981, là, 82, quand Pierre Trudeau, les premiers ministres des provinces, ont décidé de s'entendre sur le rapatriement de la Constitution. C'était le point, c'est comme le point qui a permis une entente, qui vont dire, écoutez, là, c'est au cœur de l'équilibre du Canada, du deal. Tant que les provinces n'ont pas eu ça, ils n'étaient pas prêts à signer la Constitution canadienne. Le Québec l'a jamais signé pour d'autres raisons. Mais je pense qu'on va remonter jusqu'à ça, là, jusqu'à l'espèce d'entente initiale, de dire s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait même pas eu de Constitution canadienne comme on la connaît. Ben, il est évident que la clause dérogatoire ici est importante. C'est plutôt son utilisation de manière préventive ou de manière curative. Donc, est-ce qu'on le fait avant un jugement ou après un jugement? Pour ceux qui s'inquiètent pour la loi 21, peu importe le jugement qu'il va y avoir, peu importe ce que la Cour suprême, ce qui est évident, c'est que le gouvernement du Québec pourrait au pire des cas, utiliser la clause dérogatoire de manière curative si la Cour suprême juge qu'il ne pouvait pas l'utiliser de manière préventive. Mais moi, j'ai hâte de voir ce jugement-là parce qu'on pourrait être rentré dans un débat qui n'en finit plus, un débat constitutionnel qui n'en finit plus si jamais la Cour suprême dit qu'on peut pas l'utiliser de manière préventive. Et ensuite, sur la loi 21, si le jugement arrive pendant ou juste avant la prochaine campagne électorale, ça risque de s'imposer dans une campagne électorale qui va finalement nous plonger plusieurs années en arrière où on revient sur le débat de la loi 21 et ça risque d'être un caillou dans le soulier de plusieurs partis. Oui, et Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait lui essayer de reprendre ça à son avantage en disant, mais vous voyez, dans le Canada, la Cour suprême nous empêche de faire les lois qu'on veut. Ça va être à surveiller, mais à mon avis, c'est pas sûr qu'on a le jugement. Je regarde les dates, non, c'est pas sûr évident qu'on a le jugement avant l'élection du 5 octobre. Merci, Yasmine. Merci, Mario. Bye-bye. Accident d'avion à New York, Alexandre, on a de nouveaux développements. Bon, 2 nouveaux développements. Peut-être faire le rappel quand même pour les gens qui n'étaient pas avec nous de l'accident lui-même. Je pense qu'il y a des gens qui se réveillent ce matin avec cette énorme affaire, là. Dimanche soir, 23h40, sur la piste numéro 4 de l'aéroport LaGuardia de New York. Extrêmement une violente collision entre un appareil d'Air Canada Jazz, un CRJ 900, et un camion de pompiers, un vol, oui, tu as raison, qui était parti de Montréal. C'est sûr qu'il y a des Montréalais à bord. Là. Avec 72 personnes à bord, 4 membres d'équipage. Ce que vous devez savoir ce matin, c'est que l'appareil est entré en collision avec un camion de pompiers qui répondait à un autre appel d'urgence à l'aéroport LaGuardia sur la piste numéro 4. Les 2 pilotes de l'appareil sont morts. Il y a 41 passagers qui ont été hospitalisés, certains dans un état grave. Plusieurs ont obtenu leur congé de l'hôpital depuis. OK? Et là, LaGuardia est fermée jusqu'à 14h cet après-midi, au moins pour cause d'enquête. 2 nouveaux développements. Le ministre fédéral des Transports, Stephen McKinnon, vient tout juste de commenter la situation. Il écrit « Je suis profondément attristé par la tragédie survenue à l'aéroport LaGuardia, impliquant un appareil d'Air Canada Express en provenance de Montréal. Mes pensées accompagnent les familles, les proches et les collègues des personnes qui ont perdu la vie, ainsi que toutes celles et ceux qui ont été blessés. Le Canada travaille étroitement avec les autorités américaines alors qu'elles enquêtent sur cet incident et nous suivons la situation de près. La sécurité aérienne demeure notre priorité absolue. Maintenant, Air Canada n'a pas dévoilé l'identité des pilotes encore. Pour l'instant. Probablement que ça arrivera dans les prochaines heures. Ouais, mais le questionnement en ce moment, Mario, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et on a peut-être une partie de la réponse dans cet extrait que je vais vous faire entendre. C'est un extrait d'une 40aine de secondes dont le réseau américain NBC a mis la main. C'est la tour de contrôle
qui est en train de parler d'une part au pilote de cet appareil d'Air Canada, mais aussi à l'équipe au sol là, dans le camion de pompiers. OK? Même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, vous allez voir dans le ton un problème de communication et la panique aussi. Écoutons cet extrait ensemble, je te le fais commenter ensuite. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Who's the vehicle needed to cross the runway? Truck 1 and Company, LaGuardia Tower. Truck 1 and Company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, crossing 4 at Delta. Frontier 4195 to stop there, please. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Delta 2603, go around, runway heading 2000. Jet 646. Jet 646, I see you collide with the vehicle here, just hold position, I know you can't move. The vehicles are responding to you now. Alors, pour vous résumer, là, donne l'autorisation à ce véhicule d'urgence de traverser la piste 4, mais se ravise en lui disant « Stop, arrêtez. » Et visiblement... Il était trop tard, il était engagé. Ouais. Il était déjà engagé. L'impact a eu lieu. Puis si vous avez vu des vidéos, encore des photos, le nez de l'avion est complètement détruit. Là. Ouais. Puis le camion de pompiers, on peut même pas identifier que c'est un camion de pompiers tellement l'impact a été violent. On aura... Écoutez, il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a des Québécois à bord. Là, je présume... Tout le monde, tous les médias vont vouloir essayer de parler à quelqu'un qui l'a vécu dans l'avion. Mais là, je pense qu'ils viennent de se coucher. Si t'es assis à minuit, tu as vécu cet accident-là, tu es probablement couché vers 4-5 heures du matin. Puis plus de la moitié des passagers étaient à l'hôpital. Ils sont passés par l'hôpital, effectivement. Mais je suis quand même curieux. Je sais qu'il y en a qui ont témoigné sur le tarmac, aux journalistes présents, les journalistes américains qui étaient présents à New York, ont dit que c'était le chaos à l'intérieur. Mais j'imagine, parce que si vous avez vu les images de l'avion, quand même en assez fâcheuse position, il est quand même debout, là, mais dans une pente assez bizarre, plus de nez, tout le devant arraché. Ça a dû donner, on voit les images, ceux qui sont avec nous à la télé, là, ça a dû donner tout un choc. Retour sur l'alerte Amber, qui a peut-être réveillé des gens vers 4h30 du matin dimanche. Oui, ce qu'on sait, et heureusement, c'est un dénouement positif, là, les 2 enfants qui auraient été enlevés samedi soir à Trois-Rivières, qui ont été retrouvés finalement sains et saufs dimanche, grâce au déclenchement de l'alerte Amber. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le déclenchement de l'alerte Amber, il y en a toujours qui chialent. Mais c'est sûr que ça réveille mal. Oui, mais en même temps, c'est grâce à des informations du public que les enfants ont été retrouvés. Vers 8 heures dimanche matin, dans le secteur de Saint-Paulin, en Mauricie, de jeunes enfants là, de moins de 5 ans. C'est une information reçue du public qui a permis de retrouver les enfants et la suspecte une femme de 29 ans. Maintenant, quelle est la suite des choses? La femme doit être rencontrée par les policiers pour faire la lumière sur les circonstances là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y aura des accusations de déposer contre elle? On avait publicisé, effectivement, quand même dans les heures suivant l'enlèvement, photos et description du véhicule également. On a maintenant les demi-finalistes des 4 coachs de la voile. Ils ne sont plus que 8 en liste. 8. Et hier, c'était la dernière ronde de l'étape de la chaise musicale. Étape qu'on... C'est rough, hein? C'est chien, là. Chaise musicale qu'on aurait pu rebaptiser... Cruel. Hey! C'était cruel. En fait, pour ceux et celles qui sont pas familiers avec le concept, parce que c'est nouveau de cette année, c'est 6 candidats de chaque équipe qui ont dû défendre leur place. Chacun d'entre eux allait chanter. Et par la suite, il y avait seulement 2 places. Donc là, le premier est bon, tu le prends sur la chaise. Le deuxième est bon, tu le prends sur l'autre chaise. Mais quand le troisième arrive, puis qui est bon aussi, faut que t'en déloges un pour y donner une chaise. Donc ça a été... Il y a eu beaucoup de changements sur les chaises. Oui. Donc des gens qui avaient comme leur place sont là sur la chaise, puis bye. Là, il y a des choix qui m'ont... Il y a quelques choix que ça m'a surpris, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en finale. Notamment le choix, René Lajoie, qui avait été, à mon avis, très supérieur. Là. Je veux rien enlever à Jason, qui a une belle voix. Sa performance, c'était un peu carré. Il a fait du Ginette Renault, mais c'était un peu carré. Je pense que beaucoup de gens ont été étonnés. Tout à fait. Puis là, on a dit à René Lajoie, t'as déjà une carrière. Exact. OK, t'as déjà une carrière. À ce compte-là, prends-le pas dans la voie, là. Parce que là, je regarde dans les pages du journal, on montre l'âge de chacun des candidats. Je te dis, la doyenne des demi-finalistes a 42 ans.
Et c'est Marie-Des-Neiges Corneiller qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission de l'équipe de Roxane Bruno. Bien de parler de ça avec elle. Fait que là, ils sont 8 la semaine prochaine. Dans chaque équipe, on en enlève un pour finir avec les 4 finalistes. Voilà, donc il reste 2 semaines.